Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir. Pour une première, un après-match du Canadien de Montréal, un après-match sur un match, non mais tellement plate. Bon, on va en parler avec mes panélistes ce soir. Élie qui n'a pas pu se joindre malheureusement à nous pour ce soir. J'ai Marc-André et j'ai et Mike avec moi, je m'en allais dire. Je sais pas pourquoi j'en ai dit Michael. Je t'appelle jamais Michael, c'est weird. Fait que, ouais, t'es en forme mon Mike? Ah, top shape. Yes, sir. Et on a Marc-André aussi. T'es en forme, Marc-André? Yes. Arrête de jouer avec tes affaires, là. Bon, on va revenir sur le match. Sérieusement, je crois que ça a été le match le plus plate que j'ai écouté du Canadien des 3 dernières années. Même l'année passée, même quand on perdait l'année passée, je pense... Écoute, c'était... Moi, personnellement, je crois vraiment que c'est de la fatigue. Les gars sont... Le style de jeu du Canadien est extrêmement difficile pour les joueurs. Quand je voyais Byron après 20 secondes épuisé, quand je voyais Dano qui a eu 36% des mises en jeu, ce qui a été son pire match, puis on va s'entendre, pour gagner des mises en jeu, faut que tu aies de l'énergie. Parce que faut que tu sois extrêmement rapide. Tu sais, le niveau, le temps de réaction doit être rapide. Puis quand je voyais Dano, c'est de même. J'ai vu Dano, Mané, embarquer sur la glace, il a fait un chiffre, il avait de la brûlure après 15-20 secondes. Pour moi, là, c'est un match de la fatigue. Le seul point positif dans tout ça, la performance de Carey Price, qui était quand même solide. Mais je veux avoir vos impressions sur le match, les boys. Je vais commencer avec toi, Marc-André. Y a-tu de quoi à dire sur ce match-là, sérieusement? Bon, Marc-André, il est occupé avec ses affaires. Paye mieux de toi, Marc-André, au moins. Il vient de se planter en bas de sa chaise. Je sais pas s'il s'est planté, mais... C'est la commotion, le gars. Ah, ouais, mais Mike, je vais te lancer tout de suite. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Ben, c'était la fête de Martin Luther King, ça a l'air, mais ça avait plus l'air d'un festival de ligue de garage, un match de ligue de garage, arbitre de ligue de garage, un amphithéâtre de ligue de garage, puis un but de ligue de garage. Ça ressemblait pas mal à ça. Ce que j'ai aimé, Price, j'ai aimé ça. La défensive au complet, sauf Beaulieu, qui, encore une fois, c'est... Ah, On en a parlé hier, hein. Barberio, il a shifté assez solide. Il a un bon match, Barberio, aujourd'hui. Ouais. Probablement son meilleur de l'année, même. D'accord avec toi. À l'attaque, pas grand-chose à part le premier trio. Premier trio, moi, rien à dire sur eux autres. C'est pas mal eux autres qui ont créé le plus de chances. Sur tout le reste de l'équipe, on dirait qu'ils dirigeaient pas de rondelle au filet, pas de vue voilée pour le gardien. Hey, c'est un gardien là, qui remonte de la East Coast, qui a passé son temps dans la AHL. Ah, mais il y a quand même une bonne fiche. Il y a 5-1-1 cette année, mais c'est rien que. On va s'entendre, on l'a pas défié vraiment. Il y a eu des tirs pas rapport, qu'il y a eu de la misère avec. Le seul bon point, c'est que le premier trio a bien joué. Puis la paire, je te dirais que Weber et Mellin ont été corrects. Mais la paire de Beaulieu avec Barberio, comme tu as dit, Beaulieu qui avait une passe suicide à Petrie sur l'échappée, l'extraordinaire arrêt de Carey Price. Beaulieu a eu une crampe au cerveau, là, je me suis dit. Mais moi, dans ma tête, là, c'est vraiment de la mentale. Puis je pense pas que c'est de la fatigue, pardon. Je pense pas que c'est de la fatigue physique. Je pense pas vraiment que c'est ça. Je pense que c'est plus mental. Mais quand tu es fatigué mentalement, ben le corps suit moins. Puis je pense que c'est ça. Là, on vient de terminer 5 matchs en 8 jours. On en recommence 3 matchs en 5 jours à partir de mercredi. 3 matchs en 4. On joue mercredi, vendredi et samedi. 3 matchs en 4 jours. Sérieusement, tu sais, on la scratch, puis let's go, on en repart. Là, 1-0, on s'entend. 20-19, 39 tirs au but au total. 39 tirs au but au total. Puis si je calcule les tentatives de tir, on parle de 83 tentatives de tir, ce qui est extrêmement peu. Normalement, on peut calculer dans un match entre 120 et 150 tentatives de tir. Là. Revirement canadiens en ont mis un. Je sais pas. Moi, là, les revirements, là, à toutes les fois qu'on analyse les matchs, je commence à douter de la crédibilité de cette statistique-là. C'est mal comptabilisé. Hein. C'est clair. Le dernier match qu'on a joué, là, le match de 7-1 là, contre le Wild canadien, en avait fait 5. Hey, asti, j'en ai vu au moins 5 rien qu'en première période. Fait que, tu sais, je me disais, je commence vraiment à douter de ça, tu sais, parce qu'on a parlé souvent de Subban, il y a beaucoup de revirements, puis, tu sais, les Carlson, ils ont beaucoup de revirements, mais je commence vraiment à douter de cette statistique-là. Marc-André, qu'est-ce que t'as pensé du match, là, après avoir foutu le bordel chez vous? En fait, j'ai trouvé que c'était un match très ennuyeux, très plate. Manquait beaucoup de tirs au filet. Il n'y avait rien pantoute qui se créait. Pas de chance de marquer ou presque pas. Personne pour déranger le gardien Jared Coreau. Si on parle aussi des revirements, il n'y en a pas eu tant que ça, mais en même temps, on va se dire les Red Wings ont eu de meilleures chances de marquer, même s'ils n'en ont pas eu tant que ça.
Puis tant qu'à moi, ça s'est joué là. C'est l'opportunisme, puis il faut se dire, pas grand joueur avait de l'énergie aujourd'hui à part Carey Price. Ouais, en effet. Price, ça peut être un genre de match, là, excusez-moi, mais c'est ma bouffe qui sonne. Parce que j'ai pas encore mangé. Parce que j'ai décidé de pas manger pour être avec vous autres. Voyez-vous à quel point je peux vous aimer. Sérieusement, Carey Price a connu un solide match. Je le sens pas encore tout à fait sharp. Il cherche souvent des rondelles. Il a fait un gros arrêt sur l'échappée en première période. Puis il avait 0 marge de manœuvre. Il voyait son équipe devant lui. Là, c'était évident. Y a-tu vraiment de quoi à rajouter sur ce match-là? Sérieusement, là. Tu sais, là, c'est comme... Là, il y a beaucoup de monde qui ont planté de la Rose. Là, on va en parler aussi, le retranchement de McCarron, qui, moi... Je suis pas contre ce move-là. Je comprends pas le monde d'avoir crié au meurtre, dire « l'effet de la Rose ». C'est quoi l'effet de la Rose? Depuis quand il y a un effet pour un gars de 4e trio? Quelqu'un peut m'expliquer ça, moi? T'aurais mis Farnham à la place de McCarron, ça aurait-tu changé vraiment de quoi? Vas-y, Mike. Hey, de la Rose, il est là pour sa rapidité, il est là pour le piqué qui en arrache. Puis ça a été ça son rôle. Puis moi, personnellement, j'ai rien à dire contre lui. Puis McCarron, il commençait à s'essouffler. Fait que pourquoi pas y faire skipper un match? Mais... c'est une recrue. Là. Mais de la Rose, d'après moi, à part sa mauvaise punition qu'il a pris en première ou en deuxième période, je me rappelle plus trop, pas grand chose à dire contre lui. C'est sûr que je veux pas, depuis qu'il est rendu professionnel, il apporte pas grand chose offensivement, mais en espérant qu'il réussisse à débloquer un jour parce qu'à 21 ans, c'est relativement très jeune encore. Fait que... On s'entend que la Rose va être un 3-4e trio, ça va être un genre de grinder des avantages numériques. Plus là, le monde, il dit, ouais. Là, j'ai entendu le baron tantôt, il a fini -1. Ben ouais, il a fini -1, il était sur le piqué qui venait de se terminer. L'autre, il tire de la ligne bleue à Davy, mais c'est de la faute à De La Rose. Si McCarron arrêtait là, ça aurait tout changé. Le Canadien aurait gagné 8-0 aujourd'hui. Je trouve ça complètement stupide d'avoir des panélistes puis des personnes qui connaissent la game, on va se le dire, là, de chialer sur un move comme ça. Tu sais, il dit, Pop sur le chat qui dit, il joue bien sans la rondelle, on sait que Terrien aime ça. Mais présentement, le défaut du Canadien, c'était justement de jouer bien sans la rondelle. On va se dire, depuis le match contre Washington, je sens beaucoup de fatigue. Pas de fatigue, je vais enlever ce mot-là de ma bouche. Là. Je sens beaucoup de désorganisation défensivement. On donne énormément de chances de marquer. Le match contre les Rangers, je pense qu'il y a eu 6 ou 7 2 contre 1 donnés. Je pense que c'était pour stabiliser plus le désavantage numérique que d'autres choses, l'ajout de la Rose. Puis, on a fini 0-4 aujourd'hui. Fait que je me dis, bon, ben, la job a été faite par ça, là. Mais aujourd'hui, Dano, Byron, Shaw, Galchenyuk, tu sais, comme il a expliqué Terrien après la game, on peut pas faire de pratique. Tu sais, Galchenyuk, il est physiquement prêt, mais il est pas encore game shape, on va se le dire, là. Tu sais, c'est normal, là. Tu sais, le gars, il a manqué quand même 2 mois. Shaw aussi, c'est la même affaire pour Chazy. Tu sais, mais le move de McCarron de la Rose, là, je peux pas croire que le monde porte attention à ça pour dire absolument qu'on aurait perdu le match quasiment à cause de ça, là, sérieusement. Là. Non, on n'était juste pas là mentalement. Je pense qu'il y a juste Price qui était là, puis c'est ridiculement plate comme match. Il n'y a rien vraiment à redire. Hey, Omar. Faut penser aussi que Détroit, c'est une équipe extrêmement rapide, McCarron pas mal plus lent. De la Rose, c'est une de ses forces. Il y avait cohésion là-dedans. Là. Ouais. Là, il y a Omar qui essaie de m'appeler sur Skype. Hey, Omar, les appels, c'est dimanche. Je sais pas la semaine. C'est pas pour être méchant, là. Mais dimanche prochain, appelle-nous, man. Il n'y a pas de trouble avec ça, man. Si tu veux jaser avec nous autres, à tous les dimanches, on prend des appels. Hier, on a eu Rémi qui nous a appelé. On a déjà eu Stéphanie qui nous appelle. Guy nous a appelé souvent. Guy, on parlera pas de Guy parce que nous autres, on a vu les affaires qu'il avait dit. On n'en parlera pas. On tombera pas là-dessus. Notre petit pépère à Guy. Petit pépère à Guy. Ah, il a pas aimé le move de chat, lui, hier. Il a vraiment pas aimé ça. Il pense qu'on essaie de justifier l'échange de Njusha. Quand il s'en est un excellent, on va se le dire. Là. Sérieusement, les boys, là, on va-tu paniquer là? Je vois plein de panique partout. Le Canadien s'est pogné le cul. Le Canadien, c'est... Moi, je sais pas quoi répondre à ça. Je suis comme, voyons, ils sont sérieux, là? Non, il n'y a pas vraiment de panique à avoir parce que, veux pas, on est capable d'enligner quelques victoires. C'est sûr que récemment, on en perd plus qu'on en gagne. Mais en même temps, tu sais, je me dis, comme tu disais en début de show, c'est très normal que ça arrive parce que, justement, les blessés pendant plusieurs mois, Shaw, Galchenyuk, Markov, des joueurs qui sont surutilisés, fatigue mentale, puis après ça se transpose dans le physique.
C'est. Tu sais, mais en même temps, ça va donner des arguments. Le monde, il arrêtait pas de dire qu'on gagnait jamais contre les bonnes équipes, mais qu'on gagnait contre les plus faibles. Moi, je trouve ça ridicule de calculer ça à 41 matchs parce qu'il y a plein d'équipes qu'on a battues qui sont peut-être pas en série présentement, mais qui vont finir en série. Fait que, tu sais, c'est quoi l'argument de ça? Là, après 41 matchs, tu vas dire, bon, mais le Canadien a une fiche perdante, on avait 9 victoires, 10 défaites, je pense, contre les clubs en série, mais tu vas refaire le même chiffre-là après 60 matchs. Pis il y a plein de clubs qui vont être rendus en série. Puis là, tout d'un coup, le Canadien va avoir une fiche de 15 victoires, 8 défaites. Tu sais, là, moi, je comprends pas. Le Canadien a seulement 18 lancés au but aujourd'hui. Sérieux. Je sais pas quoi penser de ce match-là. Écoute, je l'écoutais, puis je me disais... Non, il n'y a rien à dire. C'était vraiment une game plate à mort, on va se le dire. Là. Mais le calendrier, à présentement, là, moi, je veux parler du calendrier parce que je trouve ça... Puis pas juste pour les Canadiens, là. Je parle pour toutes les équipes de la Ligue nationale. Là. Trompez-vous pas, là. OK? C'est vraiment ridicule. Il va falloir que... Soit que pendant la prochaine Coupe du Monde, qu'il va y avoir dans 4 ans... qui enlève la semaine de 5 jours pour chaque équipe. Je sais que les joueurs, ils tiennent, puis je comprends qu'ils peuvent y tenir, mais sérieusement, des séquences comme on voit présentement, le Canadien va terminer 5 matchs en 8 jours, on joue mercredi, on joue vendredi, on joue samedi, il n'y aura pas une vraie pratique du Canadien. Ça va faire 3 semaines de suite que le Canadien n'aura pas eu une vraie pratique. Seulement une pratique, là. 3 semaines. Ça, là... Les pratiques, ça sert à ramener les joueurs, à bien implanter le système. Vous autres, vous en pensez quoi du calendrier? Mais j'ai une question pour toi, Yannick. Ouais, vas-y. Penses-tu que ça serait une meilleure idée que la LNH mette la Coupe du Monde après la saison régulière au lieu de la mettre avant la saison régulière? Après la finale de la Coupe Stanley, dans le fond? Ouais. Ou pendant les séries, mettons. Non, mais tu peux pas, tu vas perdre trop de joueurs, puis tu vas enlever de la popularité, puis tu vas enlever de la diffusion. Là. Ça peut être après les séries, ça n'a pas d'importance. Mais en même temps, tu sais, des joueurs qui se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley, qui ont fini, mettons, mi-juin, reprendraient le collier avec la Coupe du Monde, puis là, après ça, tu finirais pas avant, début juillet ou mi-juillet. Fait que, tu sais, veux dire... Tant qu'à la faire là... C'est surtaxer les joueurs. Ouais, c'est surtaxer les joueurs. Fait que surtout en série, il y a des blessures, il y a des bobos à guérir. C'est ça. Bonne idée, moi, je me dis, tant qu'à la faire à la fin, faites-la au début puis prolongez la saison. Tu sais, gardez le même calendrier, le même condensé de calendrier. Faites-la une semaine plus tôt en septembre. Gardez, au lieu de commencer, cette année, ça a commencé le 7. Au lieu de commencer le 7, tu peux commencer genre le 1er octobre, comme un vrai calendrier, juste espacer un peu plus les matchs. Puis au lieu que le hockey se finit début juin, il se terminera milieu juin. C'est tout, c'est pas grave, même s'il joue puis il fait beau dehors. Moi, le monde qui dit « Ah oui, il fait beau dehors, c'est pas normal qu'il y ait encore du hockey. » Gars, soit faites ça, ou quand il y a la Coupe du Monde, faites un calendrier de 80 matchs, c'est tout, là. Tout le monde va être égal, tout le monde va jouer 2 matchs de moins. Fou, ça serait pas fou. Non, je pense que c'est la meilleure option, ça. Tu sais, tout le monde va jouer 2 matchs de moins. Coupe du Monde, les gars qui vont là, dans la saison, si t'enlèves 2 matchs, là, tu en enlèves un, mettons, cette semaine, on joue pas vendredi. Là, tu tombes, tu joues mercredi, t'as jeudi, vendredi de congé, t'as rejoué samedi. Donc, tu sais, là, 2 matchs dans un calendrier comme on a là, ça fait juste du bien. Là c'est notre dernière run, là, vraiment dernière run. Là. Et on a Pittsburgh, New Jersey et Buffalo qui s'en vient. Après ça, on joue pas avant mardi, on joue jeudi et la pause du match des étoiles. Donc, après ça, c'est pas pire. Au moins, ce que j'aime... Le pire est fait. Ouais, puis la semaine de congé du Canadien est du 13 au 17 février. C'est qu'on l'a genre 5-6 semaines avant la fin de la saison, avant les séries. Fait que, on peut se le dire, là, tu sais, présentement, le Canadien devrait être en série, là, tu sais, on va s'entendre là-dessus, là. L'année passée, à pareille date, on rushait comme des malades. Je pense qu'on était rendu 8e à pareille date l'année passée. Je me trompe pas. 8e ou hors des séries à ce moment-là, là. Commencez-vous à avoir hâte au retour de Markov? Ah, terriblement. Ça commence à paraître. Qu'est-ce que ça, les boys? Vous n'avez pas de gueule aujourd'hui? Ça jase pas, il y a rien que moi qui parle, quoi? Puis ils disent rien en plus, si. Puis en plus, ils disent rien. Tu sais, je comprends pas. Non, mais sérieusement, Markov, là, tu sais... Ça va apporter de la stabilité. Ça va permettre à des gars qui sont pas dans la bonne chaise, comme des gars inconstants comme Beaulieu, ça va beaucoup moins paraître qu'il soit sur la troisième paire que sur le top 4 qui joue beaucoup. Ça va aider énormément Petrie aussi. Ça va aussi aider l'avantage numérique. Exact. Markov, veut pas, même s'il a rendu à 38 ans, c'est toujours le même chef d'orchestre qu'à ses débuts dans la Ligue nationale. Puis c'est le mental, c'est l'essence de la game un peu, ça se perd pas, ça. Andrei Markov en supériorité numérique, il est premier dans 4 catégories. Temps de possession en zone offensive, passe dans l'enclave, passe en zone offensive,
passe en sortie de zone défensive et rondelle libre récupération en zone offensive. Il est premier dans toutes ces statistiques-là. Là, je vais mettre un bémol sur ces statistiques-là parce que le Canadien, depuis la perte de Markov, a un pourcentage de 22%, ce qui est loin d'être mauvais. Là. On va se dire, ça va quand même assez bien. Mais moi, je pense que c'est vraiment plus à 5 contre 5 qui manque. Puis, je l'ai répété, l'erreur qui est arrivée avec Petrie quand il s'est fait enlever à puck, c'était l'erreur de Beaulieu. Quand je disais hier que Beaulieu rendait Petrie plus nerveux, là, ben Barberio est arrivé, puis tout d'un coup, on a vu Petrie beaucoup plus solide. Puis Beaulieu puis Redmond ont quand même bien fait, là. Tu sais, on va se le dire, là. Ils ont quand même vraiment très, très, très bien joué, ces deux-là, là. Fait que moi, j'aime ça, c'est la troisième paire, ces deux-là, là. Bon, Marc-André dit chut à sa femme. Check-les, là. Il est là. Non, mais... Puis avec Markov, Petrie, il se porte plus à l'attaque. Avec Beaulieu, il peut pas se le permettre parce qu'il est pas fiable. Fait que c'est ça, il change sa game. Fait que peut-être ça le nuit aussi à ce niveau-là. Là. Ouais, puis comme Omar dit sur le chat, un QI de hockey absolument incroyable. On va se le dire. C'est vrai. Je veux vous en revenir là-dessus. C'est une question, les boys. Andrew Berkshire, je sais pas si tout le monde le connaît, Berkshire. Là, tout le monde le connaît, les statistiques avancées. Selon ses statistiques avancées, le meilleur joueur du Canadien en première moitié de saison, toutes positions confondues, est Jeff Petrie. Ça a sorti, là, pour de vrai, là. Devant Pacioretty, devant Radulov, devant tout le monde. Il est devant tout le monde. 1000 devant Weber, là. Écoute, c'est statistiques avancées pour lui. Là. Lui, il est croué, là. Écoute, j'ai l'impression qu'il dort. Ça prouve encore une fois que ça vaut rien. J'ai l'impression qu'il dort avec un livre de statistiques avancées, qui se réveille le matin puis qui lit ça en se levant le matin. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas qu'on peut porter autant d'attention dans un sport d'équipe comme le hockey à des statistiques avancées. Je dis pas que Petrie est mauvais. Hier, dans le bilan de saison, beaucoup l'avaient dans les belles surprises. Mais de là à dire que c'est le meilleur joueur, toute position. Ça donne une idée minime d'un match. Ça donne pas une idée globale d'un match du tout. Absolument pas. Et puis pour vrai, c'est probablement des 5, 6, 7 meilleurs. Mais là, de le dire qu'il est 1000 devant tout le monde, aïe aïe. Ouais, des défenseurs, il est en avant vraiment de tout le monde. Là. Côté chance de marquer, mais tu sais, possession de rondelle, c'est sûr que ça se compare pas à Weber. C'est un gars qui aime avoir la rondelle. Petrie, fait que tu peux pas dire « Oh, mais Weber a rien que ça de pourcentage de possession de rondelle comparé à lui. Hey, check comment il est bon! » Mais c'est pas deux défenseurs pareils. Tu peux pas... Moi, j'ai de la misère avec ce gars-là, de la misère avec ce gars-là, de la misère avec ce gars-là. J'ai de la misère avec beaucoup de monde, on va le dire. Berkshire, Éric Bélanger, Gaston Terrien. Je me fais beaucoup d'ennemis dans ce milieu-là. C'est bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai de la misère avec l'imbécilité. C'est ça, c'est peut-être une imbécilité aiguë. Ouais. Non, mais ça dépend. Là. Guy, des fois, il dit des affaires intelligentes. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Faut pas, tu sais... les boys, le Canadien tombe sur une séquence de 3 matchs en 4 soirs. Pittsburgh, mercredi à Montréal, New Jersey et Buffalo. On s'entend-tu pour dire que si on sort de là avec 4 points sur 6, c'est quand même... Mais il reste 5 matchs avant le match des étoiles. On va y aller de même. On va y aller tout de suite de même. Il reste Pittsburgh, New Jersey, Buffalo, Calgary à Montréal et les Islanders de New York. New Jersey, Buffalo, Islanders, Calgary, c'est tous des clubs, ça va dépendre. Buffalo est en batteur en série, mais c'est tous des clubs normalement out des séries. Donc, si on se fie aux plupart des sites comme DLC, Absolument Fan, vu que les Canadiens affrontent tous des clubs out de série, on devrait avoir 4 victoires, une défaite. Parce qu'on devrait perdre contre Pittsburgh et gagner contre New Jersey, Buffalo, Calgary et les Islanders. Mais pour moi, c'est de la foutaise. Pour moi, c'est de la foutaise, tout ça. Parce que je regarde, mettons, un club comme les Hurricanes de la Caroline, que personne ne voyait en série, qui sont à la porte des séries en ce moment, avec un club relativement rempli de jeunes. Ça veut rien dire. Moi, avec la parité de nos jours dans la Ligue nationale, c'est tout le monde peut battre n'importe qui, puis ça n'a pas d'importance. Les 5 matchs, là, ça sera pas des matchs faciles. Là. Oui, ok, t'as des clubs qui ont de la misère, mais si t'arrives là avec cette mentalité-là, c'est sûr que tu vas te ramasser avec une fiche négative. Les Hurricanes qui sont 1 point seulement en arrière des Flyers. Les Flyers qui ont une fiche de 2-8 depuis leur séquence de 10 victoires, mais ils ont 3 matchs en main sur les Flyers, ce qui est énorme, on va se le dire. Tu as besoin d'une victoire pour les dépasser, il te reste 2 matchs en main puis tu as 1 point d'avance. Les Flyers sont dans l'eau chaude, ça va pas bien là-bas. C'est la même chose aussi pour les Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver, en début d'année, avaient commencé avec 4 victoires avant de s'effondrer avec, je pense, quelque chose comme 10 victoires à leur caisse de match suivant. Mais ils sont revenus. Ouais. C'est avec un différentiel de moins 19, ils sont dans la course. Je trouve ça aberrant, oui. Ouais, c'est les points en overtime, ça, c'est ça qui aide. Vancouver ont 20 victoires, mais ils ont seulement 16 victoires à la régulière. Donc, c'est les points à aller chercher en fusillade. Ces points-là qu'on donne. Moi,
moi je le dis puis je le répète encore, on devrait donner 3 victoires pour une victoire à régulière ou en prolongation. 3 points, pardon. Puis 2 pour une victoire en fusillade ou... moi, personnellement, moi je ferais ça. Moi, l'écart serait peut-être plus grand, mais en même temps, tu récompenses les équipes qui gagnent à la régulière. Tu sais, bon, là, je vais parler du Canadien, bien sûr, là, parce que dans les Canadiens, en a 26. Canadien en a 20... je suis où, est-ce que... Bon, Canadien en a 26 sur 27, ce qui est quand même bon. Washington a 28 sur 29. Columbus, 27 sur 29. Pittsburgh, 24 sur 26. Tu regardes les meilleures équipes, ils en ont toutes. Je descends, Toronto en ont 19 sur 20, ce qui est quand même un ratio correct. Les Rangers en ont 26 sur 28. Philadelphie en ont 17 sur 22. 17. Là, j'irai pas avec la Floride. La Floride en a 17 sur 20. New Jersey en a 15 sur 18. C'est tout, tu sais, le Détroit, 14 victoires seulement à la régulière. Même avec la victoire du Canadien aujourd'hui, c'était leur 14e victoire seulement en 44 matchs à la régulière ou en overtime. C'est quand même fou, là. La parité est vraiment extrêmement forte, là. Vraiment, là. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que veux pas, quand tu te présentes au Centre Bell, puis c'est un club un peu moins bon, tu t'attends à ce que ce soit un match à sens unique un peu plus en faveur de notre équipe, mais en même temps, on voit les Hurricanes de la Caroline ou les Canucks de Vancouver, puis ils offrent un très bon spectacle. N'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe. Juste après-midi, Boston, qui a une bien meilleure équipe sur papier que les Islanders, ils ont perdu 4-0. T'sais. Ouais, ben un peu comme nous autres, les Islanders sont dans le fond, les Détroits sont dans le fond, les deux étaient dans le fond de notre conférence. Puis regardez, les autres, ils ont perdu. J'aime mieux perdre 1-0 que de perdre 4-0, on va s'entendre. Là. Les Islanders qui ont signé leur 16e victoire aujourd'hui à la régulière, qui ont 42 points, puis ils sont à 8 points pareil, mais regarde ça, les Islanders sont à 8 points des Flyers, mais ils ont 4 matchs en main. Puis son dernier, là, on parle de la dernière équipe de la conférence, là, dernier de la conférence, là. C'est quand même fou, là. C'est quand, on a beau dire, bon, les Islanders, ça va mal, mais présentement, dans l'Est, la pire équipe a 42 points, puis l'équipe de 8e place a 50 points. C'est 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48, 49. C'est carrément absolument hallucinant, là. La division du Canadien, bon, on a un avantage, là. Toronto a 4 matchs en main sur le Canadien. Mais le Canadien a 12 points d'avance. Ça me surprend que Toronto en gagne 4 de suite. Mais ça reste une méchante surprise, les Leafs, ça, sérieusement. Il n'y a personne qui voyait les Leafs là après 41 matchs. Là. Non, on les voyait pas mal plus à la porte des séries. Pas au bas fond, parce que moi, je m'attendais avec Mike Babcock et Austin Matthews. On s'attendait à ce qu'ils soient 10-11. Mais honnêtement, c'est une surprise. Même moi qui n'avais pas tant confiance que ça en Mitch Marner, grosse surprise pour moi cette année. Marner, t'es surpris de Marner, sérieusement? Moi, je suis pas surpris. Ben, je savais qu'il y avait le talent pour réussir, mais de là à réussir cette année, je pense pas que... Je m'attendais pas vraiment à une saison aussi fabuleuse de Mitch Marner cette année. Avec un maître comme Babcock. Tu sais, là, quand t'as quelqu'un qui tire bien les ficelles et qui sait tirer les bonnes plugs, c'est à peu près ça, là. Tu sais, c'est comme tu chialais, Mané, que Marc-André, je pense que tu t'en rappelles, tu disais que Matthews, c'est sur la 3e ligne. Matthews, c'est le deuxième attaquant le plus utilisé. Fait qu'il faut pas se fier vraiment au trio. Ce qui arrive, c'est qu'il met Matthews 3e centre, mais la plupart des games, il joue 17, 18, 19, même 20 minutes certains matchs. Fait que, tu sais, là, Babcock essaie d'équilibrer ses choses. Quand il voit que les gars, il y en a moins, ben, il sait que le kid, il va t'en donner. Fait que c'est pour ça qu'il joue vraiment beaucoup plus. Il est solide. C'est Marner et Matthews, en plus, c'est deux gars qui sont quand même bons dans les 3 zones, malgré leur jeune âge. Là. C'est assez rare, ça. 2 gars dans la même équipe, de la même âge à peu près, qui sont bons dans les 3 zones. Là. C'est assez impressionnant. Puis Babcock, c'est le maître. Là. Sérieusement, il tient l'équipe de main de maître. Vraiment. Les Blue Jackets de Columbus, la surutilisation de Bobrovsky, puis j'en ai parlé souvent, puis Marc-André aussi en a parlé. Tout le monde, je voyais du monde qui disait « Ah ouais, mais Price goal pas 2 games en 2 soirs, puis Bobrovsky check les goals tout le temps. » Ouais, il a pogné une grippe, là, puis ça fait 4 games qu'il manque à cause d'une grippe parce qu'il est épuisé physiquement. Ce goaler-là a manqué des matchs à tous les années depuis 3 ans. C'était une grave erreur de surutiliser ton gardien en début de saison. C'est complètement stupide. T'as besoin de points à la fin. OK, vas-y. Mais en début de saison, de surutiliser comme ça un gardien. Puis un gardien comme Dominic, c'est un gardien. Un gardien comme Bobrovsky, c'est un gardien qui est athlétique. C'est un gardien qui va bouger beaucoup. Dominic, c'est un gardien qui fait il est gros. Lui, Dominic, là, je check goaler. Moi, comme Bishop un peu. Là. Ouais, c'est ça. Je comprends pas pourquoi que le monde capote ce gars-là. Il est toujours à genoux puis il attend que la puck la frappe. Il est dans le fond de son net.
à la Mike Smith un peu ou à Bishop, puis il se met à genoux, puis 6 pieds 6, puis ah ouais, frappe-moi. Mais 33 matchs joués, Dominique. Ouais, ben je l'ai prédit en début d'année quand je voyais Bobrovski jouer match après match, même si c'était 2-en-2 soirs. Puis je me suis dit, c'est sûr qu'à un moment donné, il va flancher ou il va avoir une blessure ou peu importe, un virus. Puis là, on le voit en ce moment, il y a un virus. Puis une victoire en 4 matchs. C'est hallucinant. Là. Ils ont 4 défaites à leurs 6 derniers matchs. Ouais. Ça, c'est juste après les 16 victoires consécutives. Ouais. Lui, John Tortorella pensait gagner ça de même pas mal plus longtemps, mais c'est un gardien tellement fragile. Faut que tu l'épargnes aussi un peu. Là. Puis en plus, en plus, t'arrives en série puis il brûle. Mais en plus, dans tout ça, c'est qu'ils ont une excellente attaque. Ils ont une excellente attaque. Il y en a qui sont au-dessus de ce qu'on espérait, d'autres en dessous de ce qu'on espérait. Ils ont une très bonne défensive en général. Puis en plus, il y avait un gardien, un substitut correct, relativement correct avec Curtis McElhinney, mais il l'utilisait jamais. Il y avait 5 matchs, puis Bobrovski en avait 33. Le dernier match qu'il a utilisé, il y a eu une défaite. Puis il l'a pas pris, le mis au balotage. Il s'en va à Toronto, il fait 35 arrêts sur 37 tirs. Puis il gagne en fin de semaine. Écoute, je trouvais ça... Tu sais, un match, il y avait une victoire, une défaite, 2 défaites en overtime avec Columbus, ce qui est pas mauvais. Il y avait 923 d'efficacité, ce qui est loin d'être mauvais pour un numéro 2. C'est excellent. Puis à cause d'une performance, tu te dis, moi j'en débarrage, je le fous balotage. Puis là, ton autre gardien la même journée, la même petite journée, j'ai tellement trouvé ça drôle. Il pogne un virus, t'es pogné avec tes 2 gardiens de la Ligue américaine en même temps, et on voit le résultat qu'il donne présentement. Hein. Comme il dit Omar, il dit Korpisalo, il est pas mauvais, mais tu sais, c'est 2 gars qui manquent d'expérience. Ben, même Forsberg, ça a même affaire. Oh, ouais, même affaire. Manque d'expérience totale. Ouais, bon, ben les boys, je vais vous demander combien de points le Canadien va aller chercher, parce que je sais pas si je vais vous en voir de cette là. Dans les 3 prochains matchs, vous attendez à combien de points de Canadien, Pittsburgh, New Jersey et Buffalo? Mike? 4 sur 6. 4 sur 6? Ouais. Puis toi, Marc-André? Contre Pittsburgh. Ouais, je m'attends aussi à 4 sur 6. Ah, tu penses qu'on va perdre contre Pittsburgh? Ouais. J'ai des doutes, mais je pense que oui, on va perdre contre Pittsburgh, mais 4 sur Price, 6 déjà là. À son summum contre Crosby. Moi, j'ai l'impression 4 en 6 pour moi, ça serait raisonnable. Puis en plus, il nous reste 5 matchs d'ici la pause des étoiles. Fait que je suis pas inquiet vraiment qu'on va bien s'en sortir d'ici là. On est capable d'aller en chercher 6, moi c'est bizarre, mais je le file, je sais pas. Ah, on est capable. On est capable. Si on passe Pittsburgh, moi je suis capable d'aller gagner les 2 autres d'après. Devils, Pichot, mais 4 sur 6 serait réaliste. Ouais. Mais moi je prédis rien que des victoires du Canadien, vous le savez. Donc moi je vais y aller avec 6 sur 6 parce que les 3 prochains avant-match, vous savez que je vais prédire des victoires du Canadien. Donc tant qu'à ça, tu vas y aller avec 6. Hey, merci beaucoup les boys, on a fait une petite demi-heure. Merci beaucoup au monde qui sont venus avec nous sur le chat. Pops, Biz, Moff, Omar, Marc-André, Marc-Olivier, Sylvain, Mike, plus les 2 autres qui sont connectés, qu'on ne voit pas les noms. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous pouvez suivre le podcast aussi. Merci beaucoup Mike de t'avoir libéré et Marc-André pour... cet après-match, ce premier après-match, parce qu'on en a d'autres qui vont s'en venir. Il y a une couple de matchs les dimanches après-midi, dont la fin de semaine du Super Bowl. On va vous donner des après-matchs, inquiétez-vous pas. Moi, je le sens, Pops contre Pittsburgh. Je le sens. Je sais pas, Price contre Pittsburgh, normalement. Puis là, il vient de connaître une bonne game. Je pense que ça peut poursuivre à Pittsburgh. On va l'espérer. On va voir Montoya vendredi contre les Devils. On devrait voir Price samedi contre Buffalo, à mon avis. Là. Donc, merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, Mike. Pas de trouble, toujours agréable, une petite vite. Yes, sir. On aime tout ça, les petites vites. Hein? On a des quickies. Les quickies, c'est simple, vite fait et bien fait. Merci beaucoup, Marc-André. Yes, merci à toi, Yannick. Alright, on vous remercie beaucoup tout le monde. Vous avez écouté Hockey sans limite. Nous, on se revoit mercredi avant match du Canadien contre les Penguins de Pittsburgh. Vous avez écouté le premier après-match de Hockey sans limite. Il y en a d'autres qui vont s'en venir. On vous invite à nous suivre sur Twitter, à commercial HockeySL. Notre page Facebook aussi, le Hockey sans limite, bien sûr. Et notre site web, le hockeysanslimite.ca. Vous pouvez les podcasts sur Podbeam, sur iTunes, sur Google Play. On est même sur YouTube. Vous pouvez nous suivre. Donc, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente fin de soirée à tout le monde. On se revoit mercredi.